par la transversalité et l'innovation. Donc, au cœur du campus, la bibliothèque universitaire accueille 500 étudiants par jour environ. Au cœur de l'île, le campus de la Cato est aussi un lieu de vie dynamique et animé, avec des services pour les étudiants, restauration, logement, santé et services sociaux. Le campus de la Cato est un campus durable, on y accède en vélo, en transport en commun, les espaces verts sont privilégiés. Un campus citoyen, plus de 200 associations étudiantes animent le campus. Un campus à vivre, le campus Vauban. Monsieur Dr Michel Innocent-Péa nous propose cette vidéo. Je pense que l'Afrique doit réfléchir entre le bon sens, ce qu'on va développer, et l'alternance absolue, qui est un mode de démocratie à l'occidental. À ses côtés, nous avons Dr Mabaka, professeur de droit ici à l'Université catholique de Lille, qui va introduire le sujet, et il laissera Dr Michel Innocent-Péa développer sa pensée, et ensuite va conclure. Et après démarrera le débat entre l'auteur et la salle. Nous vous en remercions. Merci beaucoup et bienvenue à vous tous ici à l'Université catholique de Lille. Comme le disait notre frère Félix, donc on a le plaisir d'accueillir le docteur Péa Michel Innocent qui va nous faire part de ses réflexions autour de son livre qui est intitulé « Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin ». Un ouvrage qui pose au fond la question de la pertinence, parmi d'autres sujets, mais on peut considérer que c'est un peu le fil conducteur, la pertinence du modèle démocratique
qui est choisi aujourd'hui en Afrique et qui est appliqué. Donc il s'agit d'un constat, d'une expérience de terrain qui prouve que le système qui est jusqu'ici appliqué, c'est un système qui ne colle pas à nos réalités socioculturelles, nos réalités ancestrales, nos réalités sociales. Et la question, c'est de savoir quel pourrait être éventuellement le modèle qu'il faudrait mettre en place, étant donné que nous vivons dans des États, dans la plupart des États, dans des États post-conflit, et qu'aujourd'hui, je dirais dans 2 ans par exemple, il y a près d'une vingtaine d'États, trentaine, même 26 États d'Afrique par exemple, qui connaîtront en principe une alternance, avec tous les risques que cela pourrait éventuellement provoquer. Et donc la question, c'est de savoir comment parvenir éventuellement à réussir cette alternance ou éventuellement remettre en cause cette alternance tout en restant dans un cadre démocratique qui permette la paix, la stabilité et le développement de notre continent. Voilà, on va lui laisser la parole pour nous présenter le fruit de sa réflexion et les hypothèses qui ont été émises et après lancer le débat pour que chacun d'entre nous apporte un peu sa pierre aussi à l'édifice, parce qu'il s'agit d'une réflexion, il ne s'agit pas de venir dire voilà comment ça doit se faire, c'est une présentation d'une réflexion personnelle partie des faits et qui pourra être partagée et enrichie avec les uns et les autres qui sont ici présents. Donc je vais juste vous laisser la parole dans quelques secondes. En attendant, je vais vous mettre un peu le diapo pour que les uns et les autres aussi suivent le cheminement de votre pensée. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. J'ai l'insigne honneur de vous présenter ce jour mon livre intitulé « Entre le bon sens et la tenance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins ». Comme vous le savez, ce livre est parti d'un constat qui a été fait à travers les différents mots qui minent l'Afrique aujourd'hui. Quel a été d'abord l'objet, les motivations qui ont fait que ce livre soit produit. Comme vous le savez et vous le voyez, ce livre présente 2 voies. La première voie est celle du bon sens, qui est une vertu de base de la démocratie à l'africaine, fondée sur le consensus, la concertation, le dialogue, la tolérance et le compromis. La deuxième voie est celle de la tenance absolue, qui est une vertu de la démocratie à l'occidentale, fondée sur le respect strict des textes et qu'il faut respecter coûte que coûte. Ainsi, quel est l'intérêt de ce livre? Ce livre revêt double intérêt. Sur le plan pratique, c'est une sonnette d'alarme. C'est un éveil de conscience sur le risque des mots qui risquent d'embraser l'Afrique. Sur le plan théorique, ce livre énonce
une nouvelle conception de l'exercice du pouvoir qui constitue notre contribution à l'évolution de la science aujourd'hui. Quelle est la problématique du livre? Effectivement, c'est un système de triangulation de démocratie. C'est-à-dire qu'un mélange de plusieurs démocraties. Et ce mélange de plusieurs types de démocratie conduit à l'aliénation de la démocratie à l'africaine, aux cultures africaines. Et ce qui conduit vers la résistance, vers les différentes tensions, vers les crises, vers les viols, vers les mutilations. Et partant de tout cela, quelle est la question que nous pouvons poser aujourd'hui face à l'incapacité à opérer un système de synthèse des valeurs culturelles africaines et occidentales, de gestion du pouvoir? Quelle est alors la voie idéale afin de prévenir la résurgence et l'émergence des guerres, des génocides, des tueries, viols? Donc, devant tous ces problèmes, quelle est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui pour essayer de trouver des approches de solutions afin d'éviter les différentes crises, les tensions, les viols, les mutineries? Quelle est notre hypothèse que nous pensons par rapport à tout cela? Nous pensons que le bon sens, qui est une vertu de la démocratie à l'africaine, est mieux placé par rapport à la ténance absolue, afin d'éviter à l'Afrique les différentes crises, le chaos et le reste de mou qui risquent d'embraser ce continent. Ainsi, quelle a été notre démarche? L'approche génétique de l'étude des conflits militaro-politiques en Afrique. Donc nous sommes partis de la genèse des différents conflits, des différentes crises qui minent l'Afrique aujourd'hui pour essayer de mettre sur pied cette œuvre. Mais cette analyse est partie à partir des documents que nous avons consultés, à partir des articles, à partir des ouvrages que nous avons consultés sur le terrain, partant d'une observation directe et indirecte en tant que chercheur africain à travers les différents cas et qui minent aujourd'hui l'Afrique, dont nous pouvons citer le cas de l'Irak, le cas de la Libye, de la RDC, de la Côte d'Ivoire et aussi du Congo-Brazzaville après le départ du président Sassou, après les élections présidentielles de 1992. Comme vous le voyez, ce livre présente 7 chapitres. 7 chapitres dont 340 pages. Le premier chapitre est consacré à la démocratie, ses contours et son apprentissage. Sur ce chapitre, nous avons abordé la démocratie. La démocratie qui, à travers le législateur Solon, qui est le père de la démocratie européenne,
Et le législateur Solon a découvert les premières traces de la démocratie en Égypte lors de son premier voyage à travers les premiers documents qui ont été écrits sur la revendication et le paiement des impôts. C'est là que le législateur Solon, en Égypte, lors de son premier voyage, a découvert les premières traces de la démocratie sur terre à travers les droits de l'homme. Et Solon l'a transposé en Europe. Donc les premières traces de la démocratie, Solon les a découvertes en Afrique. Mais cette démocratie qui, beaucoup d'années après, a été ramenée, puisque les premières traces ont été découvertes en Afrique, en Égypte, en Afrique, a été ramenée en Afrique en 1990, le 20 juin, à travers le 16e sommet, ayant réuni 37 pays, 37 chefs d'État de France et d'Afrique. Donc, la démocratie est revenue en Afrique en 1990 à travers le sommet de la Baule. Et 24 ans après l'apprentissage de cette démocratie, après l'ascension de nos États d'Afrique à cette démocratie, quel est alors le bilan? Le deuxième chapitre est consacré au mythe de la termitière et son application dans la vie des nations. Et comme vous le voyez, la termitière, c'est un édifice naturel, dans lequel règne une reine-mère entourée de termites. Donc la reine-mère des termites, entourée de l'ensemble des termites qui sont comme des soldats, sous-officiers, officiers, des généraux, autour d'une reine-mère. Donc, les termites qui sont constitués en régiments, en bataillons de fourmis. Donc, autour de cette termitière règne une reine-mère et qui mène une vie normale à l'image d'un État. Donc, quand cette reine-mère est brutalement chassée de son édifice, qui est la termitière, elle quitte la termitière. Elle s'en va avec son bataillon, son régiment constitué des termites, et cette termitière devient une coquille vide. Donc l'ensemble des termites sont partis avec leur reine-mère et la termitière devient une coquille vide. En ce moment-là, comme la termitière devient une coquille vide, donc les nouveaux locataires arrivent et occupent cette termitière. Les nouveaux locataires qui sont des rats, des souris, en fait des scolopendres, des serpents, des crocodiliens, enfin des animaux de tout genre, et qui sont de nouveaux locataires de la termitière.
La question qui reste à poser est la suivante. Est-ce que cette termitière, qui est miraculeusement construite par les termites, je dis bien miraculeusement construite, entretenue par les termites, les nouveaux occupants qui arrivent, les crocodiliens, les scolopendres, est-ce qu'ils savent comment cette termitière a été miraculeusement construite? Est-ce qu'ils savent comment l'entretenir pour la maintenir en l'état? Point d'interrogation. Et c'est sur le plan humain quand un chef d'État est brutalement chassé de son pouvoir, il s'en va, il quitte. Et à la suite, c'est le chaos qui règne. C'est pourquoi vous avez constaté qu'on a parlé de l'Irak, on a parlé de la Libye, on a parlé de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et bien d'autres nations. Nous avons la dictature de l'urgence et de l'action salutaire, le 3e chapitre, qui est presque la même chose avec le 4e chapitre, qui parle des icônes de la dictature de l'urgence et de l'action salutaire. Donc, un dictateur de l'urgence et de l'action salutaire. Nous avons ici pris le cas de la dictature de l'urgence en Afrique, la dictature de l'urgence en Amérique, en Asie. Donc, le cas en Asie, on a parlé de Mao Tse-tung. Le cas de l'Amérique, on a parlé de Fidel Castro. Le cas de l'Afrique, on a parlé de Kadhafi, le feu Kadhafi, le feu Mobutu. Donc, quand un chef d'État applique des méthodes très fortes et qui sont qualifiées pour la plupart de dictature, mais quel est le résultat si ces méthodes qui sont appliquées par ces différents chefs d'État sont pour des actions salutaires? Parce que hier, quand la politique de Mao a été critiquée par tout le monde, mais quel est le résultat aujourd'hui pour la Chine? La Chine devient une référence, une puissance. Mais hier, sa politique était qualifiée de dictature. Fidel Castro, sa politique était également qualifiée de dictature. Mais quel est le résultat qu'a donné son pays aujourd'hui aux yeux du monde? Une référence. Le président Kadhafi, feu Kadhafi, était qualifié de dictateur. Mais quel est le résultat aujourd'hui entre la Libye du dictateur Kadhafi et la Libye sans le dictateur Kadhafi? Hier aussi, on a constaté que sous le feu Mobutu, la RDC avait la stabilité. Au-delà de tout, n'était pas de théâtre, ce n'était pas un théâtre des opérations, comme aujourd'hui. N'était pas l'objet
des instabilités, comme aujourd'hui. Parce qu'on constate aujourd'hui, avec les grandes puissances qui vont dans ces différents États à la recherche certainement des terroristes. Mais hier, ces terroristes étaient où? Les mêmes terroristes ont vécu hier. Est-ce que sous Kadhafi, il n'y avait pas de terroristes en Irak? Est-ce que sous Saddam Hussein, il n'y avait pas de terroristes en Irak? Je disais, sous Saddam Hussein, il n'y avait pas de terroristes en Irak? Sous Kadhafi, il n'y avait pas de terroristes en Libye? Qu'aujourd'hui, on recherche. Mais si hier, ça n'a pas existé, c'est parce qu'il y a eu certainement des chefs d'État qui ont eu une politique qualifiée de dictature, qui ont appliqué une certaine rigueur, et voilà pourquoi cela n'a pas été vu. Donc, quand un chef d'État applique des méthodes fortes, dures pour sa population, mais pour un bien-être social, pour des actions salutaires. Voilà ce que nous appelons dictature de l'urgence. Donc l'urgence oblige à un chef d'État d'appliquer des méthodes assez fortes pour un résultat meilleur. C'est comme le cas pour rétablir un ordre public qui est troublé. On peut appliquer des méthodes fortes pour une paix durable, pour aboutir à une paix durable. Des méthodes fortes qui engagent beaucoup d'efforts. C'est ce que nous appelons la dictature de l'urgence et de l'action salutaire. Nous avons le 5e chapitre qui parle de la nécessité d'un leadership politique visionnaire pour un pays en voie de développement. Et comme vous le constatez, les pays en voie de développement ont besoin des leaders charismatiques, visionnaires, parce que sans un leader charismatique, sans un leader visionnaire, on ne peut pas parler de la construction. Il faut qu'il y ait des leaders charismatiques, visionnaires. Et ces leaders ont besoin de conduire à terme leur vision. Si aujourd'hui on parle de la Chine de Mao, parce que Mao a été un leader visionnaire, c'est grâce à sa vision que la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Si aujourd'hui nous parlons de Charles de Gaulle, c'est parce qu'il a été un leader visionnaire, charismatique. Donc, les pays en voie de développement aussi ont besoin de leaders visionnaires, charismatiques, et qui doivent avoir assez de temps pour conduire à terme leur vision. Mais pour la plupart, certains peuvent avoir l'adhésion, l'estime de leur peuple. Mais devant les réalités de la démocratie à l'occidentale, qui est fondée sur le respect des textes existants, est-ce que nous pouvons avoir
des leaders à l'image de Mao, à l'image de Charles de Gaulle. Qui ont eu du temps pour construire leur nation, pour conduire à terme leur vision. Parce que les pays en voie de développement ont besoin de leaders visionnaires et qui doivent travailler, à la différence des grandes puissances. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les grandes puissances sont en phase de consommation. Ils sont en phase de consommation. Ils sont en phase de la récolte. Ils ont déjà planté. Ils sont à la phase de la récolte. Ils ont déjà travaillé. Ils sont à la phase de la consommation. Mais à la différence des pays en voie de développement, qui ont encore besoin de planter, qui ont encore besoin de travailler. Donc, nous ne pouvons pas appliquer les mêmes types de démocratie, les mêmes systèmes dans un pays qui se doit de planter et un pays qui a déjà planté, qui se doit de récolter. D'où la nécessité d'avoir un leader politique visionnaire pour un pays en voie de développement. Nous avons le 6e chapitre qui parle de l'opposition politique comme une blanchisserie pour les ex-dignitaires du pouvoir. C'est vrai, le principe de la démocratie veut qu'il y ait une opposition. Mais pour l'Afrique, quelle opposition? Est-ce que c'est une opposition pour l'opposition? Est-ce que c'est une opposition pour le ventre? Est-ce que c'est une opposition pour des intérêts personnels? Mais nous constatons que la plupart des opposants d'Afrique, c'est des gens qui ont travaillé avec des différents chefs d'État, qui ont signé en lieu et place de l'État des contrats, qui ont bénéficié des avantages du pouvoir, et qui aujourd'hui deviennent des véritables donneurs de leçons, des véritables opposants, parce qu'ils ne sont plus dans le système. Mais hier, quand ils étaient dans l'opposition, est-ce qu'ils ont travaillé pour leur peuple? Est-ce qu'ils ont travaillé pour le bien-être de tous? C'est pourquoi nous nous posons la question, c'est de savoir est-ce que réellement les opposants d'Afrique sont des véritables opposants? Puisque le principe démocratique veut que quand on parle du pouvoir et qu'il y ait de l'autre côté une opposition, pour qu'il y ait existence, donc il faut qu'il y ait échange des contraires, rencontre de différentes pensées. C'est pourquoi nous parlons de l'opposition politique en Afrique comme une blanchisserie pour les ex-dignitaires au pouvoir. Le fait de quitter le pouvoir pour se blanchir, il faut aller à l'opposition. Enfin, nous avons le dernier chapitre qui parle de la démocratie à l'occidentale
comme facteur de déstabilisation des États d'Afrique. Tout à l'heure, on parlait de la démocratie. Nous avons parlé du 16e sommet France-Afrique du 20 juin 1990. Sommet ayant conduit les pays d'Afrique à des différentes conférences nationales dites souveraines. Sommet ayant conditionné l'aide au développement par l'accession des pays d'Afrique à la dite démocratie à l'occidentale. Mais quel est le bilan 24 ans après que les pays d'Afrique soient engagés dans cette démocratie? Nous constatons que 24 ans après, les pays d'Afrique, au nom de cette démocratie, dite absolue, ne font que régresser. À l'image des nations que nous venons de citer. Nous avons parlé de l'Irak, nous avons parlé de la Libye, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, de l'Égypte, du Congo-Brazzaville et bien d'autres. Donc, nous nous disons que la démocratie à l'occidental porte malheur pour des nations africaines. Puisque les origines des conflits qui endeuillent l'Afrique aujourd'hui proviennent de l'accession de ces différents États à cette dite démocratie. Voilà pourquoi nous pensons que la démocratie à l'occidental est facteur de la déstabilisation, de la désorganisation des États d'Afrique. Pour terminer, mesdames et messieurs, j'aurais voulu que ce livre ne soit ni et ne devienne le combat d'un peuple contre un autre, ni d'une race contre une autre. Comme vous le suivez, vous le lisez, ce livre est une sonnette d'alarme, une véritable sonnette d'alarme, un éveil de conscience, une prise de conscience, un avertissement pour les peuples. Une aide à la décision, parce que les pays d'Afrique se doivent, d'ici 2 ans, décider, les différents peuples se doivent de décider de l'avenir de leur pays. Puisque nous avons parlé de 26 États qui sont placés devant une alternative. C'est une aide à la décision. C'est pourquoi il n'impose nullement à qui que ce soit une voie à emprunter parmi les deux. Mais nous disons que c'est une aide à la décision. Mesdames et messieurs, sont
abusé de votre temps. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre entière disposition pour d'éventuelles suggestions, remarques visant à l'amélioration de mes performances, de mon travail. Je vous remercie. Merci, docteur Peya. Nous avons jusqu'à 18h grand maxi. Et donc là, on va essayer de tenir jusqu'à 17h30, le temps de partager un petit verre. Alors, avant de donner la parole donc à la salle pour pouvoir échanger avec le docteur Peya sur ce qu'il vient de nous présenter, j'aimerais juste apporter quelques précisions sur la réflexion que moi-même aussi je menais sur la question de la démocratie et surtout préciser que, sans entrer dans des théories ou des grands débats, dire qu'en réalité, au-delà de tout ce qui a été présenté, la question qui se pose n'est pas en soi celle de la démocratie ou la non-démocratie en Afrique. Parce qu'au fond, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est simplement le principe du suffrage. Quelles que soient les modalités par lesquelles on arrive à ce suffrage, qu'il soit direct, indirect, que sais-je, mais ce qui pose problème essentiellement, c'est la question des modalités d'exercice de cette démocratie, ou alors, je dirais, le fonctionnement au quotidien de cette démocratie dans nos sociétés. D'où la question, notamment de la termitière, on y reviendra. Une grosse problématique qui se pose, c'est la question de la transmission du pouvoir. Comment doit se transmettre le pouvoir? Quel type de régime doit-on mettre en place dans cette démocratie? Je pense que ce sont ces questions fondamentales. Si j'ai bien compris votre idée sans la travestir, d'où, pour lancer un peu les débats, ma toute première question, comme j'ai le micro, je me permets, sur la termitière. Comme modèle, il y a la reine, effectivement, qui peut sortir et partir avec son bataillon. Mais moi, je prends l'hypothèse que la reine ne part pas, mais la reine reste là, mais la reine décède. Y a-t-il alternance ou non? Voilà, merci. Ça, c'est ma question et après, on vous passera les micros. Donc, nous avons pris une série de 4 questions. La première nous parle, c'est du professeur Mabaka, qui nous parle du décès de la reine-mère. Effectivement, tout a été prévu dans l'étude. La reine-mère est entourée de 2 termites. Les 2 termites sont ailes. Et les 2 termites suivent l'initiation. Voilà pourquoi le pouvoir en Afrique, il nous faut l'initiation. Les deux termites entourent la reine-mère dans tout ce qu'elle fait. Donc, ils suivent comme l'initiation au pouvoir. C'est pourquoi, en cas du décès de la reine-mère, la succession se fait automatiquement parmi les 2 termites qui entourent la reine-mère. Parce que de toutes les activités que mène la reine-mère, il y a 2 termites qui assurent la liaison entre la reine-mère et les autres termites. C'est pourquoi, en cas de décès de la reine-mère, la succession se fait automatiquement parmi les 2 termites qui entourent la reine-mère.
la question sur le bon sens qui était une forme de démocratie alternative. Mais comme vous le voyez, le bon sens, nous l'avons dit, c'est une vertu de la démocratie à l'africaine, fondée sur la tolérance, le consensus, la concertation, le compromis. Donc c'est une forme de démocratie à l'africaine. Parce que nous ne pouvons pas faire une démocratie sans tolérance, sans exception, sans tenir compte des réalités. Les calamités naturelles sont des choses qui ne sont jamais prévues. C'est vrai qu'on prévoit, qu'il peut arriver, mais on ne connaît pas le jour. Mais quand force majeure arrive à un État, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand force majeure arrive à un État, il faut une concertation, il faut un compromis, il faut un consensus. C'est pourquoi nous pensons que l'Afrique a besoin de ça, a besoin de cette forme de démocratie alternative. Parce que c'est des cas qui arrivent à l'Afrique. Mais les réalités d'un pays ne sont pas les autres. Ce qui se passe aujourd'hui dans un pays ne peut pas se passer la même chose ou ne peut pas se produire dans un autre pays. C'est pourquoi nous parlons des réalités. Nous ne pouvons pas avoir des règles établies sans tenir compte des réalités du moment qui s'imposent, des cas de force majeure qui peuvent s'imposer aux États. C'est pourquoi on parle de la concertation, du compromis, du dialogue. Et c'est une forme de démocratie pour sauver l'Afrique. Puisque j'insiste en disant que l'Afrique aujourd'hui est à la croisée des chemins. En tant que chercheur, il me plaît de mettre à la disposition du monde scientifique un produit pour qu'ensemble nous analysons. Pour qu'ensemble nous étudions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce continent? Parce que le risque est là. Le risque est là. Le risque d'embrasement de l'Afrique est là. D'une partie du continent est là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question aussi que je pose au monde scientifique, aux chercheurs. Puisque ce qui se passe en Afrique, vous l'avez dit, c'est du copier-coller. Est-ce que le même vêtement qui est porté en Europe, le même vêtement, vous pouvez le porter en Afrique sans tenir compte de votre taille? Parce que quelqu'un en Europe l'a porté et vous devez le porter forcément en Afrique sans tenir compte de votre taille. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Bon, la dictature de l'urgence, la question qu'a posée mademoiselle, vous avez dit c'était le nom? Mademoiselle
Rebecca, sur une forme de maintien du pouvoir en Afrique pour la succession, et vous avez parlé du cas du Congo-Brazzaville. Et du Gabon, c'est ça, non? Mais moi, je crois que nous partons là des réalités. Mon constat, en tant que chercheur, je suis parti des réalités, des faits qui existent. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure que les réalités ne sont pas les mêmes dans tous les États. Donc, les pays en voie de développement ont besoin des leaders visionnaires, charismatiques, et qui doivent mettre à profit leur vision pour leur nation. Et sont ceux-là, devant les cas qui se passent dans les autres nations, à l'image de l'Irak. Parce que s'il avait été demandé aux gens que Kadhafi parte pour que la Libye vive ce qu'elle vit aujourd'hui, je crois que personne ne l'aurait voulu. S'il avait été demandé aux gens que Saddam Hussein parte pour que l'Irak vive ce qu'il vit aujourd'hui, personne ne l'aurait voulu. Maintenant, comme cela n'est pas encore arrivé aux autres nations et qui ont devant eux deux voies à en prêter, et quel est le choix à faire pour l'Afrique? Est-ce que ce n'est pas le dialogue? Est-ce que ce n'est pas le compromis? Est-ce que ce n'est pas la concertation? Point d'interrogation. Parce que nous ne voyons que le mal. Oui, c'est pour maintenir X au pouvoir. Oui, c'est pour ceci. Mais le danger qui arrive, puisque nous sommes devant deux voies, nous avons dans la plupart des États deux partis. Il y a une partie qui pense que nous devons changer la Constitution parce que nous avons encore besoin de ce chef d'État. Une autre partie qui pense que non, 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 qu'il travaille bien ou pas, il doit partir, nous on veut de quelqu'un d'autre. On veut du changement. Donc, le peuple est divisé. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des États dont je fais allusion. Puisque vous ne pouvez pas être à la place de votre voisin. Vous ne pouvez non plus décider à sa place. Lui, il pense que le président a bien travaillé, nous, on a besoin de lui. Vous pensez que non, non, qu'il travaille bien ou pas, il doit partir, nous on veut un autre, même si c'est un fou, on veut un autre. Même si c'est un diable, on veut un autre. Bon, qui va vous départager? C'est le dialogue, le compromis, la concertation, pour avoir un consensus. Et c'est ce que je mets à la disposition des Africains et du peuple du monde. C'est ce que je mets à la disposition des Africains et du peuple du monde. Tout en vous disant que d'ici 2 ans, nous avons près de 26 États qui sont devant ce destin. Très brièvement, après, on vous rend la parole. En ce qui concerne la dictature d'urgence, je pense qu'il y a un modèle qui a bien fonctionné en Afrique, très bien fonctionné, qui a abouti à la stabilisation du pays aujourd'hui. Je prendrai l'exemple du Ghana. Tout le monde sait que John Rawlings est arrivé au pouvoir par la dictature, disons par un coup d'État seulement. Et c'est là la question qui se pose. C'est la question de la conscience des acteurs. Un militaire arrivé au pouvoir a mis fin au bavardage politique, a mis fin au désordre, et une fois le mandat fini, il a rendu
le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la dictature à la romaine. Une dictature qui ne peut être que temporaire. Ceci étant dit, mais ce que vous proposez, que moi personnellement que je peux partager, qui a été formalisé dans un État d'Afrique et qui fonctionne très bien, peut également constituer un risque. Le risque d'une permanence d'une dictature, pour peu que celui qui arrive à s'accaparer du pouvoir par quelque méthode que ce soit, même par la volonté du peuple qui lui transmet ce pouvoir, qu'il ait été initié ou pas, comment justement anticiper, comment parer en quelque sorte ce risque si jamais cela arrivait à se réaliser. Ça, c'était la première question auquel on pourra répondre par la suite. Mais je dirais également que, mimétisme ou pas mimétisme, je pense que là n'est pas vraiment le problème. Le mimétisme, c'est dans les textes, mais plus dangereux serait le mimétisme dans la pratique. Or, je prends l'exemple du Congo RD, hein, la RDC Congo, ou la RD Congo, voilà, bref. On a un texte aujourd'hui, la Constitution de 2006, qui a été un copier-coller, je l'avais écrit en 2005 d'ailleurs, de plusieurs textes français, belges, turcs et que sais-je. Mais lorsque l'on prend le fonctionnement, l'exercice du pouvoir au quotidien, il y a quand même des spécificités congolaises qui ne sont pas françaises ou que sais-je. Mais tout repose sur la conscience des acteurs. Et je pense que, comme vous le dites si bien, c'est une sonnette d'alarme. C'est un éveil de conscience. Je pense qu'il faut plus jouer sur la question de la conscience et de la formation, cette initiation au pouvoir qui permettrait justement, non pas une alternance absolue, mais une alternance, je dirais, naturelle, qui se ferait parce que les gens seraient conscients des responsabilités qui sont les leurs. Cabinet d'avocat Doué. D'abord, je commencerai par vous remercier, Monsieur Péa. Je vous remercie du fait que vous coupez le mythe de la tradition que l'Africain ne maîtrise pas l'écriture. Vous comprenez, donc l'œuvre s'inscrit dans la logique de lecture de ce mythe qui nous habite tous. Donc merci pour l'ouvrage, merci pour ce travail d'abord. Et je commencerai d'abord, avant de poser ma question, à répondre à la question que vous avez jetée à nous ici en face. Que faire face à les événements qui vont peut-être embranler l'Afrique d'ici là? Que faire face à ce qui va arriver? Humblement, je dirais qu'il suffirait d'éviter les mandats qui s'éternisent au pouvoir en respectant la Constitution. C'est une petite proposition. Je passe à mes questions. Dans la métaphore sur la termitière, dans son application pratique, à quoi faites-vous allusion? À la nation, au pouvoir, à la démocratie? Et un peu de flou, on n'arrive pas. Comprenez que nous n'avons pas encore pris connaissance du contenu de votre livre, donc si vous pouvez encore éclairer. Deuxième petit souci, vous avez fait allusion toujours aux notions de dictature de l'urgence, méthode forte. Dans ce que je pense, dans les pays si dits civilisés, ceux qui nous servent de modèle, pour éviter cela, il y a ce qu'on appelle l'ordre social, et c'est régi par la loi. Et pour éviter tout désordre, on applique la Constitution. Alors, dans votre discours, on ne perçoit pas bien la place de ce texte fondamental créateur de toute république. Une dernière question. La notion de bon sens auquel vous utilisez. Certains sages, je citerai René Descartes, qui a bien dit que la raison ou le bon sens est la chose la mieux partagée, mais les hommes en utilisent à leur façon. Ce qui fait une diversité d'opinions. Le bon sens, le vôtre, n'est pas forcément le mien. C'est pour ça que je voulais savoir. Est-ce que dans votre utilisation de cette notion de bon sens, voulez-vous faire allusion à quoi exactement?
parce que je ne crois pas que l'alternance, la notion d'alternance absolue soit dépourvue de bon sens. Voilà, je m'arrête par là. Merci. Je suis Barthélemy Yombi, donc je suis donc je suis prothésiste maxillofacial à l'hôpital d'Amiens. Moi, je reviens. Ma question porte sur le bon sens. Le bon sens, mon collègue vient de le dire. Je poserai la question autrement. À quoi faites-vous allusion? C'est pas ça. Je vais remplacer le mot quoi, mais à qui faites-vous allusion? Le bon sens appartient-il à une seule personne pour pouvoir juger que son idée sera justement une idée qui va regrouper le consensus de tout un peuple, ou le bon sens serait une concertation de l'opposition qu'on appelle déjà une opposition de blanchisserie? Donc j'ai rebondi déjà sur ma deuxième question. Blanchisserie, est-ce que c'est pas trop chiffonner l'opposition si seulement les textes étaient bien écrits, bien clairs, pour donner à cette opposition sa place? Quand je dis place, c'est qu'on définisse les normes d'une opposition avec ses acquis, avec un respect donné à l'opposition pour pouvoir justement s'intégrer dans la discussion, dans la concertation, pour pouvoir trouver un compromis justement au fonctionnement du pays. La dernière question portera notamment sur la question d'actualité aujourd'hui. Dans 26 États, comme vous venez de le dire, est-ce que changer une constitution est vraiment appartient à quelqu'un ou à un groupe qui est au pouvoir pour pouvoir décider de changer une constitution, ou simplement, il faut dire, cette démocratie à l'africaine dont je ne connais même pas les textes, est-ce qu'elle existe quelque part écrite? On incrimine la démocratie à l'occidentale, d'accord, mais la démocratie à l'occidentale, elle est claire, elle définit des modes de politique à exercer, des modes de politique justement à conduire dans un pays. Est-ce que les Africains doivent s'asseoir pour pouvoir écrire la démocratie à l'africaine? À quoi elle ressemble? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie à l'africaine? J'ai un petit flou là-dessus, je n'ai pas lu les textes là-dessus, mais j'aimerais qu'on m'éclaire. Merci beaucoup. C'est pas possible. La question qui a été posée par M. Yombi, c'est ça? Et sur le risque de s'éterniser au pouvoir, c'est ça? Par cette raison politique. Sur la démocratie à l'africaine. La démocratie à l'africaine? C'est quoi? Ok. Effectivement, tout à l'heure, je vous ai défini qu'est-ce que la démocratie à l'africaine. La démocratie à l'africaine est une démocratie fondée sur les réalités, sur la culture africaine. Parce qu'on ne peut pas parler d'une démocratie sans culture. J'ai ici avec moi un document écrit par un Russe qui parlait d'une démocratie et fondée sur les cultures des différents peuples. Nous ne pouvons pas parler d'une démocratie sans culture. Mais la démocratie africaine doit tenir compte des réalités d'Afrique. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un vêtement. Il ne s'agit pas de dire que ce vêtement est porté en Europe et vous êtes en Afrique, vous êtes fiers de le porter, sans tenir compte de vos réalités. Pendant que ici, les vêtements tiennent compte des moments, des climats. Quand c'est l'été, quand c'est l'hiver. En Afrique, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, c'est le même vêtement. C'est justement ce que nous on parle des réalités. Parce que ce vêtement est porté en Europe, l'Europe dit que bon, moi c'est le vêtement d'hiver, c'est le vêtement d'été. Vous, bon, non, nous sommes en Afrique, nous on porte le même vêtement. Est-ce que là-bas, nos parents qui portent les vêtements tiennent compte
des climats. En Afrique, on vous a déjà dit que bon, ce vêtement, c'est un vêtement d'été, c'est un vêtement d'hiver. Non! Mais c'est pourquoi l'Afrique a des problèmes. Après mes recherches, en tant que chercheur, j'ai tenu compte de tout cela. J'ai tenu compte du fait que je mets un produit à la disposition du monde scientifique. J'ai tenu compte des réalités qui vont s'imposer à l'Afrique. Et il revient libre cours à tout un chacun de choisir. Parce que moi, je n'irai pas voter en Côte d'Ivoire. Je n'irai pas voter au Cameroun. Non. Mais le produit est mis à la disposition des chercheurs, des intellectuels, des peuples du monde. Parce que vous qui parlez de vos réalités, et si vous êtes du Congo-Brazzaville, si vous êtes de la RDC, vous qui parlez de vos réalités, mais vos réalités ne sont pas les mêmes que ceux qui sont au Ghana, au Sénégal, au Gabon. Mais le produit, il est universel. Le document, il est universel. Donc il revient à chaque peuple de l'exploiter selon ses réalités. C'est pourquoi notre rôle à nous, c'est de tenir compte de ce qui se passe, des faits que le peuple vit, des faits que les nations vivent. Pour nous appuyer, nous inspirer de tout cela. Ce n'est pas du sur-mesure qu'on donne à tout le monde. Ce n'est pas un habit sur mesure qui est conçu peut-être dans un pays d'Afrique et qui doit être porté à tous les Africains et par tous les Africains. Non! Notre rôle à nous, c'est de mettre à la disposition des nations nos idées, nos analyses, afin qu'on sombre, nous, les exploitants. C'est ça justement. Donc, la termitière, à l'image d'une nation, nous l'avons étudiée à l'image d'une nation. Donc, pour nous, ce n'est pas un moyen de maintenir qui que ce soit au pouvoir, mais c'est une réalité qui s'impose à nous. Parce que tout à l'heure, dans les explications, j'ai tenu compte du fait que ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Irak, en Côte d'Ivoire, en RDC, le constat a été fait que, après le départ de certains leaders visionnaires, de certains leaders charismatiques, derrière leurs différentes nations, s'écroulent. Le constat est là, le constat sur le terrain est là. Vous allez voir aujourd'hui combien de gens ont perdu leur vie en RDC après le départ du feu Mobutu. Combien de gens? Des milliers de gens. Combien de gens ont perdu leur vie après le départ du feu Houphouët-Boigny? Combien de gens ont perdu leur vie après le départ du feu Kadhafi? Combien de gens ont perdu leur vie après le départ du feu Saddam Hussein? Combien de gens ont perdu leur vie après le départ de Ben Ali et de Hosni Mubarak, pardon. Ben Ali également. Vous voyez? Donc, après le départ, le constat est établi que, après le départ de certains leaders charismatiques, visionnaires,
leur nation vivent le chaos après. Donc le sang des autres, c'est ça le problème. Ce qui veut dire que c'est prévisible que dans les 26 États où les différents peuples sont devant leur destin, nous arriverons aux différents cas où nous perdrons beaucoup de gens dans certains pays. Donc l'expérience nous démontre que il y avait une certaine leader, il y avait une certaine vision des leaders qui incarnaient comme un mythe, qui incarnaient comme la paix. Parce que, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que de faire le changement pour perdre des milliers de gens? Est-ce que tous ceux qui cherchent à arriver au pouvoir, ce sont forcément ceux qui doivent apporter le changement, ceux qui doivent apporter le ciel et la terre au peuple? C'est ça aussi. J'ai cité ici, dans mon essai, en épigraphe, les propos qu'avait déclaré le prélat Monseigneur Ernest Kombo, celui qui avait en charge de la conférence nationale souveraine qui s'était déroulée au Congo-Brazzaville, qui disait ceci: réclamer l'alternance est une chose, mais il faut éviter qu'un jour le Congo vote un démon au sommet de l'État. Il le disait à cette époque à la conférence nationale souveraine. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville? Mademoiselle a posé la question tout à l'heure. Il y a eu les élections présidentielles en 92. En août 92, le fruit de la démocratie a conduit au pouvoir un chef d'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé les 5 ans d'exercice, les 5 ans de pratique de la démocratie, de l'expérience démocratique? Les cas que le Congo n'a jamais vécu de son histoire. Tuerie, guerre civile, assassinat, viol, mutilation, irrégularité salariale, radiation à la fonction publique, réduction des salaires. Donc en 5 ans de l'exercice de la démocratie, donc de 92 à 97, jusqu'au point où le poids de la démocratie a conduit le pays dans une guerre civile en 97. Donc jamais vécu de l'histoire du Congo. Division ethnique, viol, assassinat, tuerie, guerre civile. 97, le pays s'est soldé en guerre civile. Donc, le premier mandat de la pratique démocratique. Maintenant, en 97, après la guerre civile, l'actuel chef d'État est revenu au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il y a réconciliation, rétablissement de l'ordre, régularité salariale, paix, sécurité, bien-être social, pour ne pas parler de plus. Donc, les vertus de cet homme. Vous
vous demandez à la population que bon, nous sommes à la fin du mandat, nous voulons plus de cet homme. Une partie de la population dit que non, 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 nous on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu. Non, 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 nous laissez-nous d'abord, nous on veut de cet homme. Une autre partie dit que non, moi je suis intellectuel, j'ai appris, je vais être président. L'autre qui dit j'ai déjà des moyens, moi aussi je vais être président. Donc voilà le dilemme qui se passe. Puisque la population, le peuple est souverain. Une partie du peuple pense que nous on a trop vécu, on a retrouvé la paix, on a retrouvé ceci, nous on veut de cet homme. Une partie dit non, 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 quel que soit tout, même si c'est un fou qui doit nous commander, nous on veut les changements, nous le respect des textes, tout, tout, tout. Mais la seule voie pour l'Afrique de maintenir un homme pour un État, c'est quoi? C'est la révision constitutionnelle en Afrique. Mais les révisions ne sont pas permises dans toutes les nations. On n'a pas dit que tous les chefs d'État en Afrique sont des meilleurs. Non. Mais il peut y avoir certains cas où le peuple pense que nous, on a besoin de cet homme, voilà les qualités. On a encore besoin de sa vision. Mais si le peuple a besoin de la vision d'un homme, la seule chose, c'est la modification constitutionnelle. Voilà pourquoi vous constatez que les révisions ou les changements constitutionnels sont devenus une chanson en Afrique. C'est cela. Mais il n'est pas dit que ce n'est pas tous les pays africains, ce n'est pas tous les chefs d'État qui ont l'assentiment de leur peuple. Donc voilà ce qui se passe en Afrique. Mais nous, en qualité de chercheurs, nous mettons à la disposition des chercheurs du monde scientifique, des intellectuels de tous les pays du monde, un produit que les gens sont libres de s'inspirer, de s'appuyer. Mais nous n'allons pas contraindre à un pays, nous n'allons pas contraindre à la Côte d'Ivoire de dire que non, vous devez changer votre constitution parce que non, nous n'allons pas demander au Cameroun non plus de changer leur constitution, non. Mais nous avons parlé d'une démocratie à l'africaine fondée sur les réalités africaines. Un habit qui est porté en Europe, pour qu'on en porte en Afrique, il faut tenir compte des réalités. Même quand vous parlez de constitution, en 50 ans, la France a changé 24 fois leur constitution. En 50 ans, 24 fois. Les États-Unis, 27 fois. Mais la limitation des mandats est partie d'où? La limitation des mandats est partie de l'état de santé du président Roosevelt. C'est vrai que c'était un bosseur, le peuple avait besoin de lui. Mais comme son état de santé ne répondait plus, voilà l'origine des limitations des mandats de les nations. Et même la France, qui est un État à grande démocratie, ce n'est qu'en 2008, par une loi organique, que la France a constitutionnalisé la limitation des mandats. En 2008, par une loi organique. Donc, moi je crois que nous qui sommes ici, intellectuels, il nous revient à nous d'analyser, de faire des recherches. Peut-être que nos recherches ici permettront de sauver notre continent. Peut-être que nos recherches ici permettront de sauver des nations. Donc, moi je mets à votre disposition un produit, il vous revient d'analyser. Je mets à votre disposition 2 voies qui sont placées, il nous revient librement d'en prêter une avec ses avantages, ses inconvénients, une autre avec ses avantages et ses inconvénients.
Et je suis parti du fait que le peuple est devenu un agent économico-politico intelligent. Et qu'est-ce qu'un agent économico-politico intelligent? À la faveur de la science, à la faveur de la technologie, le peuple est informé à l'instant T de ce qui se passe en Russie, la démocratie russe que vous connaissez, que je ne peux pas vous apprendre ici, aux États-Unis, en Irak, mais s'inspirant de tout ce qui se passe dans le monde, le peuple devient souverain. Le peuple devient un agent économique intelligent. Le peuple n'a pas besoin que vous, politiciens, vous venez lui dire quelque chose. Non. Parce que lui, à l'instant T, il suit ce qui se passe à la télé, en Irak, en Libye, en France, en Russie, en Ukraine, en Chine. Et il devient un agent intelligent, capable de décider sur son sort. Capable de décider sur son sort. Il n'a pas besoin d'un intellectuel pour venir lui dire quelque chose. Il n'a pas besoin d'un politicien pour venir lui dire quelque chose. Il devient un agent économico-politico intelligent, nanti d'une connaissance. Voilà, je crois que globalement, j'ai essayé de faire le tour des questions qui m'ont été posées. Okay. En tout cas, merci docteur. Je me permets de rebondir sur la fin de votre intervention et en partie, non pas répondre, mais en tout cas contribuer à la réponse que vous avez pu donner. Je me permets de rappeler d'abord que le gros problème, moi ayant lu l'ouvrage, si on parle du bon sens et compagnie, la grande question qui émerge, et je le répète, en soi, ce n'est pas la question de la démocratie dans son essence. C'est la démocratie dans son fonctionnement. Ça, c'est un. Et en ce qui concerne les États d'Afrique, essentiellement, se pose la question, parce que je reviens à la termitière, parce que vous avez une question qui vous a été posée par écrit, je vous lirai tout à l'heure. La question qui se pose là, c'est la question du type de régime. Au fond, nous devons réfléchir sur quel type de régime, quel type de démocratie voulons-nous mettre dans nos États, chaque État ayant ses spécificités. On ne peut pas appliquer tel type au Congo, Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Gabon, et que la grève prenne. Chaque société doit convenir de ce qui lui convient, de ce qui est le mieux pour elle. Donc, c'est le type de démocratie, type de régime. Et me semble-t-il, si je suis très bien les choses, ce qui pose problème chez nous, c'est la démocratie parlementaire. La démocratie parlementaire, c'est une véritable plaie. Bon, nous avions organisé dans cette maison les 50 ans de l'indépendance des États d'Afrique. On avait déjà soulevé la question. Sans vouloir, disons, imposer un type de régime, de ce qui ressort ici, d'après moi en tout cas, il y a deux choses qui ressortent, soit une monarchie constitutionnelle, soit un régime présidentiel, mais qui ne doit pas non plus être un copier-coller des États-Unis. La France l'avait essayé en 1848, on a vu ce que ça avait donné. En 1851, il y a eu le coup d'État, limitation de mandat, effectivement. Et sur cette question de limitation de mandat, aux États-Unis, on l'a inscrit dans la Constitution parce qu'il y a eu justement l'abus par la pratique de Roosevelt. C'était une pratique coutumière, non écrite, constitutionnelle. Le mandat était limité à 2 fois 4. Donc, il y avait 2 mandats, 4 ans. Mais Roosevelt, du fait des circonstances, du fait de la guerre, ainsi de suite, en a fait 4. Et on a dit, pour que les autres ne prennent pas ça comme exemple, on va l'inscrire noir sur blanc. Et pour terminer, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte d'ici avec certains doutes, la question de la révision constitutionnelle. Permettez-moi de dire que c'est un faux débat.
un véritable faux débat, ou un faux débat fondé sur de faux postulats, j'aime bien dire. Pourquoi? Au fond, une constitution, c'est un compromis social et sociétal. Aucune disposition de la Constitution n'est intangible. Toute disposition constitutionnelle peut être révisée à tout moment. La question n'est pas de réviser la Constitution, la question, pourquoi on révise la question? Comment? Quand? Quels sont les risques d'une révision constitutionnelle? Mais la révision en soi, c'est du bavardage politique. Moi, je ne prête même pas attention pour savoir si on doit ou non réviser. Donc, posons les bonnes questions. Pourquoi on veut réviser? Comment on va réviser? Quelles sont les implications de la révision? Et une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions, on décidera de la pertinence ou non de la révision. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Et sur la démocratie à l'africaine, si vous voulez, excusez-moi, il y a des textes qui existent. Il y a des gens comme Cheikh Anta Diop qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a des gens comme Cheikh Hamidou Kané, hein, les Joseph Guizerbo. Il y a beaucoup. Nous devons, nous, Africains, retourner à nos racines. Je n'ai même pas besoin de textes ou des écrits. Regardez, personnellement, je suis d'une famille cheval. Moi, mon grand-père, c'était un chef coutumier, mais il y a de la démocratie dans nos traditions. Est-ce que nous ne pourrions pas nous inspirer de ces systèmes-là? Avec les failles, bien sûr, nous pouvons aussi nous inspirer de ce qui est de bien ici en Europe. Nous ne devons pas non plus tout jeter de ce qui est de l'Occident et tout prendre de ce qui est de chez nous et vice-versa. Donc nous devons prendre ce qui est bon d'un côté, prendre ce qui est bon de l'autre côté, et c'est ça le bon sens. Comme on est justement à la croisée des chemins, ben, trouvons le juste milieu, n'est-ce pas? Juste une petite observation, puisque le Dr Péa est invité à participer à une émission à 18h. Donc, je vais donner la dernière série des questions. Et deux questions, tout simplement. Oui, merci. C'est Innocent Zosi, membre de l'association Constat Développé. C'était juste la préoccupation, je ne pense pas typiquement une préoccupation, mais une vision qu'on peut partager peut-être avec le docteur. Rappelons juste des choses passées, par exemple, dans mon pays respectif, le Congo-Brazzaville, de la démocratie jusqu'à nos jours. Moi, je parle de la démocratie. C'est au moment que nous avons connu cette fameuse conférence nationale, pour moi que j'ai dit qu'elle était ratée, parce que rien n'est réussi. Pourquoi j'ai dit rien n'est réussi? Après cette conférence, nous avons connu des guerres. Une conférence parée, une conférence nationale mal préparée, je veux dire. Et je voulais revenir tout juste à ma question qui est simple. Une fois que dans notre pays, une constitution sera changée en faveur d'une personne, ou bien c'est pour l'intérêt de la nation, ou c'est pour reconstruire encore ce qui était détruit. L'ordre. Pour nos aînés, on ne peut pas les aider, on les connaît tous. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit mentalement, physiquement, et je peux même dire spirituellement. Parce que ce sont des pays croyants. Merci. Oui, bonjour docteur, merci de nous avoir parlé de certaines choses très importantes. Moi, je voudrais seulement vous poser une question simple sur le passé. Présente-toi. Oui, parce que vous avez parlé. Présente-toi. Bon, je me présente, je m'appelle Leganès Sylvanine, je suis manager spécialisation des questions sur le territoire. Alors, je vais poser une question, parce que vous avez parlé de la Chine. Que Mao était visionnaire,
et je vous parlais de poser une question, vous donnerez votre avis, votre analyse sur le passé, les années 70, parce que quand on parlait que l'Afrique, les dirigeants africains, ils ont besoin des dirigeants qui sont charismatiques et visionnaires. Dans les années 70, notre pays, l'ex-Zaïre, était en contact avec la Chine sur des projets économiques. Hein? Et qu'est-ce que vous en pensez sur cette vision-là, que nos dirigeants de l'époque, on disait des dictateurs, qui avaient une vision vraiment perspective avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine est une grande puissance. Si cette vision-là a été mise en place, parce que le Parlement qui est actuel a été construit par les Congolais avec le lien des contacts avec la Chine, hein, vous savez, les années 70. Mais il y a eu coup d'État manqué. Donc, quel est votre avis sur l'analyse que des dirigeants, parce que c'était des visionnaires charismatiques, et aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas des dirigeants charismatiques qui donnent l'idée, et l'autre avait parlé, c'est les idées qui sont importantes, oui, les idées, mais c'est les personnes qui apportent des idées et qui est un débat, et je suis totalement d'accord avec vous, qui s'adapte à la culture africaine, parce que vous avez donné l'exemple d'une manière, en métaphore, les habits qu'on porte en Europe, on ne peut pas la porter dans le monde entier. Alors, quel est votre avis sur les contacts qu'il y a eu à l'époque de président du Zaïre vis-à-vis de Mao, qui aujourd'hui la Chine, c'est un pays, une grande puissance. Quelle est votre analyse et votre avis sur ça? Merci. Bon, la dernière, la toute dernière. Jérémy. Bonsoir. Excusez-moi, je voudrais quand même signaler ici, si tout le monde n'est pas là, c'est parce que nous avons perdu un peu. Oui, exact. Ouais. La communauté dans les... Nous avons perdu les docteurs Kaloulou. Kaloulou, oui. Un médecin. Exact. De Brazzaville. Non, de Kinshasa. Bon, je voudrais d'abord signaler On aurait pu faire une minute de silence. que vous devez être fiers que la démocratie a existé en Afrique bien avant l'arrivée du Congo. Donc dire que la démocratie est répartie en Afrique en 90, historiquement, ce n'est pas vérifié, ce n'est pas vérifié. Et je voudrais relater quelques contradictions qu'il y a dans votre exposé. Tout simplement, vous êtes spécialiste en management. Et je pense que quand on parle de management, on est en entreprise. Une entreprise fonctionne avec des contrats. Et donc, le respect des contrats. Dans une nation, nous avons un contrat, c'est la Constitution, où on a un contrat entre la nation et le peuple. C'est comme si aujourd'hui vous nous demandiez, quand on signe un contrat dans une entreprise, dire on ne respecte pas les contrats, nous allons faire notre accord sur le bon sens. Ça, c'est une contradiction que moi je vois ressortir dans votre argumentation. Vous parlez de l'opposition qui est orchestrée dans nos pays. Mais qui blanchit ces opposants ou des pseudo-opposants? Si c'est ces dirigeants que vous voulez garder en poste, ce sont les mêmes dirigeants qui payent l'opposition et pour essayer de se garder le plus longtemps possible les liens du pouvoir. Et vous oubliez, quand vous citez tous les cas que nous vivons aujourd'hui, le vrai problème que nous vivons en Afrique, ce n'est pas parce que l'Africain peut se battre, c'est parce qu'il y a une main extérieure qui a les yeux rivés sur les ressources en Afrique et qui essaie de pousser le peuple les uns contre les autres. Vous êtes élu du Congo-Brazzaville, vous savez très bien qui a financé la guerre à Brazzaville.
elles se finançaient des deux côtés. Donc vous n'allez pas, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais savoir, pour vous, quelle est l'échelle de temps que vous considérez comme étant nécessaire pour que l'Africain, que vous considérez visiblement aujourd'hui enfant, pas capable de décider de la démocratie qu'il a mise en place, pour qu'il devienne adulte. Voilà. C'est tout, je peux répondre. Hein? Oui, c'est ça. Bon, je vais répondre par la question de notre frère qui dit que vous êtes manager et censé gérer des entreprises, qui parle d'entreprise, pas de contrat. Et contrat, c'est synonyme de respect des normes constitutionnelles, c'est ça. Vous avez lié ça à la Constitution. Oui, mais je voulais vous répondre. Est-ce que quand on parle de contrat en entreprise, le contrat égale quoi? Le contrat égale avenant. Voilà. Quand on parle de contrat, on parle aussi de ces avenants. Si le contrat ne tient plus, on le revoit à travers les avenants de contrat. Toutes choses égales par ailleurs. Donc ça c'est un faux débat. Je ne prends pas part. Je ne soutiens pas les changements constitutionnels ou pas. Mais en tant que technicien, je vous dis que tout contrat égale avenant. Quand le contrat ne marche plus, il y a ces avenants qu'on fait recours pour revoir le contrat. Donc la Constitution, c'est quoi? C'est un contrat solennel, un contrat social et solennel, conclu entre les différentes couches de la vie nationale, à savoir la classe dirigeante, l'élite politico-sociale et le peuple. C'est un contrat. Donc, tout contrat peut avoir des avenants. Bon, dire que l'opposition blanchisserie, que les Africains, on prend les Africains comme des enfants. Non, non, ne dites pas ça. Non, 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 non. C'est une matière qu'on met à la disposition des Africains. Et vous avez une pensée, peut-être qu'après vous, votre voisin peut avoir la meilleure pour sauver le continent. Bon, dire que les guerres qui se passent sont financées par l'extérieur, bon, mais si c'est l'extérieur qui finance des deux côtés, mais je vous dis que le peuple devient un agent intelligent, capable de décider sur son sort. Donc il ne peut pas accepter pour accepter. Quand vous parlez de l'opposition, on peut faire de l'opposition pour l'opposition. Quelles sont les raisons? Tout à l'heure, le professeur Mabaka a parlé de changement. Pourquoi? Mais si le besoin se justifie, si nous pensons que pour sauver un État, il faut faire ceci, si nous pensons que notre État n'a pas besoin de ça, pourquoi changer? Donc tout est parallèle. Tout est parallèle. Bon, sur la démocratie qui a existé avant les colons, parler aujourd'hui de la démocratie, non. Moi, je pense que la démocratie qui a existé avant les colons et qui existe, et donc le sommet de la Baule, qui a eu lieu en 90, était inutile, puisque la démocratie existe depuis les colons en Afrique. Et jusqu'à nos jours, ça existe. Mais pourquoi ce sommet qui, de nouveau, a imposé aux pays africains l'accession à la démocratie conditionnée par une aide au développement? Puisqu'elle existe. Je vous l'ai dit que la démocratie existait sur terre africaine, oui. Mais c'est le législateur Solon qui l'a transposé en Europe et qui l'a mis en exergue, puisqu'il est le père de la démocratie européenne. Nous avons aujourd'hui nos richesses qui existent en Afrique,
Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Comme cette démocratie qui existait sur notre terre. Mais nous avons attendu qu'en 90, le président François Mitterrand, à travers le 16e sommet de la Bolle, qui nous la ramène, et sous une autre forme. Donc dire que cette démocratie existe et il est inutile d'en parler, je sais que c'est un faux débat. Bon, sur quelle question encore? Sur la question de la Chine. Mais l'Afrique, aujourd'hui, est même l'avenir du monde, de par ses potentialités. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? La démocratie existe depuis la nuit des temps en Afrique. Mais nous, on a attendu qu'en 90, et nous la soit ramenée sous une autre forme. Donc nous avons des qualités. Les nations existent depuis la nuit des temps. Mais pourquoi les autres sont développés? Pourquoi certains sont appelés pays développés et d'autres sont appelés pays du tiers-monde, pays pauvres, pays de l'hémisphère nord, pays de l'hémisphère sud? Vous pouvez démarrer le même jour. Vous pouvez démarrer le même jour. Même dans une salle de classe, il y a toujours un premier et un dernier. Mais si la RDC a démarré avec la Chine est arrivée. Mais la RDC peut aussi arriver, tenant compte de ses potentialités. Mais si nous pensons que c'est les guerres à répétition qui se passent en RDC et qui doivent développer la RDC, donc il nous revient à nous de décider. Sans vous couper la parole, parce que je crois que vous avez dit quelque chose, vous avez dit quelque chose de très essentiel, qui est l'avenir, parce que là, je crois que le docteur Kassim Abbas connaît, et puis elle connaît la personne, il nous l'a dit, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Voilà. Là, je vous l'ai dit, c'est à vous de prendre des dispositifs pour pouvoir mettre en place des choses pour l'avenir de l'Afrique. Et il m'a dit ça, comme ça. Et là, pour moi, je suis d'accord avec vous. Et je vous dis. Merci pour conclure mon propos. Je voudrais très sincèrement vous remercier de votre disponibilité, de votre temps consacré pour venir partager ce moment de débat avec nous ici. Je voudrais encore profiter de dire ceci, que ce livre est une sonnette d'alarme, un éveil de conscience et un outil d'aide à la décision que nous, Africains, nous devons nous en servir pour décider, pour emprunter le bon chemin sur les deux qui nous sont proposés. C'est pourquoi, devant ce grand dilemme, parce que une partie de notre continent risque d'être embrasée par les conflits. Et si ces différents conflits naissent en Afrique, les autres nations ne seront pas épargnées. D'autant plus que ceux qui vont pour appuyer le rétablissement de la paix en Irak, en Libye, ne sont pas seulement les pays africains, même les grandes nations. C'est pourquoi il nous revient à nous tous, peuple du monde, de réfléchir sur des stratégies pouvant
permettre à l'Afrique de maintenir son climat de paix, de sérénité. Je vous remercie. Merci à tous. Juste encore quelques 2 secondes après on va arriver. Le docteur Péa va dédicacer son ouvrage pour qui le veut. Simplement, permettre un peu de le remercier déjà de s'être déplacé, parce que c'est 8000 km, je crois, ou 6000 ou que c'est. En tout cas, venir du Congo jusqu'ici pour nous entretenir de ces réflexions, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Tous ici, je pense que chacun, avec ses propres convictions, partage ou ne partage pas. Ce qui est important, c'est l'échange qu'on a pu avoir et l'enrichissement mutuel qu'on a, et surtout l'invitation, me semble-t-il, à laquelle nous appelle le docteur Péa de sillonner en quelque sorte ce que je vais appeler le pavillon mosaïque, parce qu'on est entre le noir et le blanc. On ne sait pas où se trouve le vrai. On a croisé des chemins. Est-ce qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite? Comment faut-il faire pour trouver l'équilibre? Là est la réflexion à laquelle il nous invite.